eat what you kill. Okay? C'est-à-dire, si c'est toi qui tue le gibier, c'est toi qui vas le manger, on ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a un gars qui arrive au camp d'entraînement, qui a été pris au balotage ou qui arrive sur une invitation et qui est meilleur qu'un autre joueur qui a déjà un contrat, ben c'est celui qui joue le mieux, qui va finir par se faire une place et qui va finir par tasser un vétéran dans l'alignement s'il est plus performant, parce que c'est ça, c'est you eat what you kill. J'ai lu cette semaine une étude scientifique qui a été faite pour comparer le traitement préférentiel dont jouissent les choix de premier tour dans la Ligue nationale de hockey dans leur utilisation. Donc, une fois que leur carrière commence, là, après une analyse de 6 ou 7 facteurs de performance différents, il a été déterminé que même si un choix de premier tour est moins performant qu'un autre joueur, il obtient plus de temps de glace de la part de l'entraîneur. Et ça, c'est attribuable à toutes sortes de facteurs. Les chercheurs attribuent ça. Par exemple, l'entraîneur qui est derrière le banc, il sait que le directeur général a sélectionné ce gars-là au premier tour, puis donc ses patrons vont peut-être être froissés s'il ne le fait pas jouer, puis ne lui donnent pas toutes les chances, etc. Je ferme cette parenthèse-là. Deuxième chose, dans les organisations qui sont performantes et où on établit une culture d'excellence à toute épreuve, le slogan, peut-être qu'il se décline en plusieurs versions, là, mais c'est « You eat what you kill ». Okay? C'est-à-dire, si c'est toi qui tue le gibier, c'est toi qui vas le manger, on ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Alors, s'il y a un gars qui arrive au camp d'entraînement, qui a été pris au balotage ou qui arrive sur une invitation et qui est meilleur qu'un autre joueur qui a déjà un contrat, ben c'est celui qui joue le mieux, qui va finir par se faire une place et qui va finir par tasser un vétéran dans l'alignement s'il est plus performant, parce que c'est ça, c'est « you eat what you kill ». Et on arrive au cas de Kovacevic. Kovacevic est arrivé chez le Canadien il y a 2 ans. Le Canadien avait besoin de boucher un trou en défense. Ce gars-là a été... Le département de recrutement professionnel de l'équipe a fait un travail incroyable. Il avait repéré ce gars-là qui était dans l'organisation des Jets. On l'a inséré dans l'alignement. Puis il a fait un travail très correct, très honnête. Ça a été puis apprécié de ses coéquipiers. On a vu les témoignages cette semaine. Et Kovacevic jouait 17 minutes à peu près avec le Canadien. Au cours des 2 dernières saisons, chez le Canadien, il y a, parmi les gars qui ont joué 100 matchs et plus, il y a un gars qui a réussi à terminer avec un différentiel positif chez le Canadien. C'est Jonathan Kovacevic avec 4+14. Il n'y a aucun autre joueur. Le plus proche, c'est Pezzetta qui jouait 8 minutes par match, qui a fini avec 0. Puis après ça, tous des gars qui sont dans le rouge. Okay? Moi, je trouve que c'est un exploit incroyable. Même si tu joues sur la 3e paire ou si tu n'es pas... de jouer avec une équipe mauvaise défensivement et de réussir à terminer +14. Il n'est pas +2, là. Non, plus 14. Ouais. Loin devant tout le monde. Et quand même, il était sur la glace 17 minutes par match. Là. C'est quand même pas rien. Le deuxième défenseur le mieux placé dans le différentiel des plus des moins chez les Canadiens au cours des 2 dernières saisons, parmi ceux qui ont joué 100 matchs et plus, c'était Jordan Harris. Il était -8. Et ça, j'ai des collègues à la radio qui se sont obstinés hier soir là-dessus, sur le fait que, par exemple, les Devils ont raté les séries la saison dernière, alors qu'ils étaient... Eux autres, tout le monde disait c'est réglé. Là, ils sont propulsés parmi les meilleures équipes de la Ligue. Et avant la saison dernière, ils avaient perdu Ryan Graves en défense, un gars qui était +34, et Damon Severson, 2 défenseurs fiables, pas des super vedettes de la Ligue nationale, mais quand même, ça avait affaibli leur structure défensive. Ils ont placé des jeunes, ils ont placé Simon Nemec puis Luke Hughes à la place, puis ils ont perdu, puis ils ont eu des blessures en plus par-dessus ça. Regardez les Oilers cette année. Ils ont laissé partir Cody Ceci, puis le grand Vincent Desharnais. C'était pas les défenseurs les pleins. Non, puis même, il y a des gens... pour dire, il y a plus de détracteurs que d'admirateurs. Mais reste que c'est un gars qui a du métier. Il était au-dessus de la ligne de flottaison, pareil qu'Cody Ceci. Puis là, les Oilers, ils ont patché. Il y avait un désavantage numérique. C'était 2 des 3 défenseurs les plus utilisés dans le désavantage numérique des Oilers, Ceci puis Desharnais.
Les Oilers, dans les séries, le printemps dernier, 94,3 % d'efficacité en désavantage numérique. C'est un des meilleurs taux de l'histoire des séries de la Ligue nationale. Cette année, la saison commence, ils sont à 59,5 %, puis ils ont de la difficulté, ils commettent des revirements. Alors, quand tu as une stabilité, tu perds 2 gars, même s'ils jouent 15-16 minutes par match, ils sont là quand même le quart du temps, puis tu remplaces par des jeunes qui sont plus instables. Ça a un gros effet déstabilisant au sein d'une équipe. Et là, tu regardes Kovacevic, il arrive chez les Devils. On se dit, ce gars-là, ils lui ont dit « Eat what you will, eat what you kill ». Il joue pas loin de 21 minutes par match en moyenne. Il est 4e présentement dans la Ligue nationale avec un bilan défensif de plus 10, avec un différentiel de plus 10. Puis on lui donne la corde, puis si à un moment donné, il l'échappe, et ils vont le tasser, puis ils vont en mettre un autre. Mais dans une équipe de premier plan, il est capable... C'est une aubaine immense pour les Devils. Ce gars-là ne gagne pas beaucoup d'argent. Il est capable de prendre des minutes. Et le point où je voulais arriver, je m'excuse, c'est un gros détour, puis je vais laisser Marc-Antoine parler pendant 15 minutes. Après, ça ne me dérange pas. C'est que si tu veux bâtir une culture d'excellence, tu es chez le Canadien, tu veux bâtir une culture d'excellence, tu penses que les jeunes qui s'en viennent derrière Kovacevic vont être éventuellement meilleurs que lui. OK, tu peux le penser, mais... C'est peut-être vrai. Mais s'ils ne sont pas dans l'immédiat capables de tasser le gars que tu as pris il y a 2 ans au balotage, est-ce que tu es obligé de tirer sur la fleur, essayer de la faire pousser plus vite, puis de les insérer tout de suite dans l'alignement de la Ligue nationale, ou dire, mon vieux, quand tu seras... Nous autres ici, là, c'est comme ça que ça marche. C'est celui qui fait la job qui reste là, puis... Toi, tu es un plus jeune défenseur, ben si tu n'es pas capable de tasser ce gars-là, tu pourras pas jouer dans notre équipe parce qu'on veut bâtir une culture d'excellence. Tu vas aller avec le Rocket, puis à un moment donné, tu vas faire tes classes, puis quand tu seras prêt, tu joueras. Mais le Canadien, je pense, peut-être à plus faible échelle, vit la même chose que les Oilers vivent avec le départ de Ceci puis des Harnais, puis vivent la même chose que les Devils ont vécu en insérant 2 jeunes à la place de vétérans qui étaient très, très stables. Ça a un effet déstabilisant. Puis, si tu as un gars qui fait la job, là, même si, tu sais, il ne faut pas avoir de vision en tunnel, de mon point de vue. Si tu as un gars qui fait le travail, même si tu l'as ramassé au balotage, même si tu aimes beaucoup les espoirs que tu as repêchés, attends qu'il se fasse déloger. C'est ce que je pense. Voilà, je laisse parler. Martin, on s'en va. Antoine, je vais te laisser emballer ça. Oui, c'est ça. Ben, écoute, tu dis, Kovacevic faisait la job. L'affaire, c'est que l'année dernière, dans les 49 derniers matchs du Canadien, il en a passé 20 sur la passerelle. Alors, déjà, le processus de tendre le flambeau, de le tasser était en cours. Puis je pense qu'il l'a vu venir. C'est la raison pour laquelle lui était content de voir cette transaction-là arriver. Je pense que le Canadien a décidé de faire... C'est vrai, je reconnais tout à fait... quand tu parles de ton étude par rapport au choix de première ronde, on pourrait rajouter aussi les joueurs acquis dans une transaction. Exact. Qui sont, eux aussi, peut-être des projets où on va essayer de les couver pour faire bien paraître le directeur général. C'était ce que je sous-entendais en disant les choix de premier tour. Ouais. Les joueurs que la direction... a dépensé. Pour qui la direction a dépensé une énergie spéciale pour les acquérir. Parce que je pense pas que sur le flanc droit, on a échangé Kovacevic pour faire de la place à Reinbacker ou faire de la place à Mailloux. Par contre, on a décidé très clairement qu'on allait donner une autre chance à Justin Barron puis que ça allait se faire aux dépens de Kovacevic. Moi, ce que je remarque, c'est que l'année dernière, Jonathan Kovacevic, qui était à sa 2e saison dans la Ligue nationale, était le 3e défenseur le plus âgé de l'équipe. Il y avait Savard, qui était plus vieux que lui, puis il y avait Mike Matheson. Quand il est arrivé avec le Canadien, recrue de 25 ans, c'est drôle parce que c'était une recrue, mais en même temps, il avait déjà l'âge d'un gars qui pouvait prendre dans la dynamique au sein de l'équipe un rôle de leader, puis il était déjà plus vieux que plusieurs de ses coéquipiers. Il avait une maturité différente. Oui. Alors, puis en plus, il a une personnalité qui prête à ça. Tu vois que c'est un monsieur. Quand tu jases avec, tu vois que c'est quelqu'un de brillant. C'est un humaniste. Là. C'est pas un gars qui n'est strictement... qui ne connaît que le hockey. Il a des idées sur un paquet d'affaires. Mais le fait qu'il soit quand même
un joueur qui était un joueur de deuxième année, qui était placé dans une position où il était entouré de jeunes défenseurs. On lui en demandait beaucoup, puis il n'était pas capable d'offrir la régularité qui était souhaitée. Alors, sa confiance montait, descendait. Il y a eu des belles séquences où tu dis « Wow, le Canadien a un défenseur top 4 sous la main », puis d'autres où quand ça allait mal, il fallait que tu le laisses de côté. Ouais. Là où les Devils ont bien vu, c'est qu'eux, ils sont dans une situation où leur brigade défensive est vraiment bien rodée et elle est peuplée de joueurs aguerris. Brendan Dillon, évidemment Dougie Hamilton, on parlait de Brett Pesce tout à l'heure. Il y a plusieurs vétérans au sein de cette équipe-là. Alors lui, il peut arriver là, sans pression, dire « Je vais faire ma petite affaire, mais on ne m'en demandera pas trop. » Et là, le reste, c'est qu'est-ce que ta confiance va te permettre de faire. Et si un joueur gagne en confiance, qu'il ne se remet pas en question, pour n'importe quel joueur, the sky is the limit. Tu peux... Montre-nous ce que tu es capable de faire, puis si tu es sur une balloune, ben... Vas-y, mon vieux, envole-toi. Exactement. Ben, c'est ça qu'on voit en ce moment. À tel point où la régularité de son jeu a fait de lui le joueur le plus utilisé des Devils en infériorité numérique. Et tu parlais de Simon Nemec. Lui, c'est un premier choix au repêchage. C'est un numéro 2 au repêchage, repêché tout de suite après Juraj Slafkovský. Ben, on a pris le joueur, en guillemets, de profondeur en Kovacevic, puis on a dit, tu passes en avant de Nemec, puis lui, il va manger ses croûtes, puis il va attendre. Alors, il n'y a pas eu de traitement de préférentiel parce que c'est un premier choix au repêchage. Mais tout ça, c'est une question d'encadrement. Tu replacerais Kovacevic avec le Canadien, et je ne pense pas qu'il t'offrirait le rendement qu'il donne avec les Devils. Fait qu'on peut bien dire, on regrette son départ parce que regardez ce qu'il fait au New Jersey. C'est dans quel contexte tu le places. Mais il donnerait au moins le rendement qu'il a donné au cours des 2 dernières saisons. Voilà.